Et bon, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez, je ne vois pas la caméra. Moi, je suis professeur associé à l'Université Laval. Donc, je suis aussi chercheur CNRS et je travaille sur les micro et nanoplastiques dans l'environnement. Donc, mon travail, c'est de développer des méthodes analytiques pour aller caractériser la présence et le comportement et l'impact des contaminants nanométriques donc sur les ressources en eau, mais également sur les organismes et les contaminants qu'elles peuvent aussi transporter. Donc, j'ai passé la slide. Donc, le bilan sur les plastiques, il est assez inquiétant parce que quand on évalue la totalité des plastiques qui sont produits et ceux qu'on retrouve dans l'environnement, eh bien, en fait, on ne retrouve que 1% du plastique censé s'y trouver. Donc, la communauté scientifique se pose des questions sur où sont passés ces 99% de plastique manquants. Donc, on est plusieurs collègues à penser qu'il y a une fraction qu'on ne voit pas à l'œil nu, hein, donc les petits microplastiques, voire les nanoplastiques, constituent en nombre une partie non négligeable de ces plastiques dans l'environnement. Donc, peut-être troisième slide. Donc, non, juste avant. La slide d'avant, ouais. Donc, en fait, on a commencé à échantillonner plusieurs systèmes environnementaux. On est allé dans l'océan Atlantique Nord, on est allé sur les plages des Caraïbes qui sont exposés à ce GIR, ce grand vortex de déchets de l'Atlantique Nord. On a été échantillonner les sols, des sols de décharge, des sols naturels. On a également échantillonné des rivières et même de la glace. Et on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait beaucoup de donc de tiny microplastiques, de petits microplastiques par rapport aux gros macro ou microplastiques que vous pouvez voir sur la photo. En prenant en compte le sable, ou alors le support, le sol ou l'eau, on s'est rendu compte que dans ce système, il y avait également environ 2-3 ordres de grandeur, plus de nanoparticules de plastique, nanoplastiques, par rapport aux microplastiques. Donc, si on passe la slide suivante, donc depuis cette découverte, il y a eu plusieurs études. Donc la première de 2013, c'est la plus ancienne, hein. C'est des études de mes collègues anglais qui ont fait manger du microplastique, du zooplancton, et on s'est rendu compte donc, de la forte possibilité d'assimilation de ces petites particules par des producteurs primaires. Une deuxième étude qui a été publiée en 2016 qui concerne un des mécanismes de formation des nanoparticules de plastique par rapport au microplastique, qui est la dégradation photochimique. On s'est rendu compte que la lumière UV avait un fort pouvoir pour libérer les nanoparticules de plastique dans les milieux aqueux. En 2017, c'est une étude où on a été justement échantillonné au large dans la mer des Sargasses, au large de la Guadeloupe de l'eau de mer, et on s'est rendu compte que alors que des microplastiques étaient faiblement abondants, on a retrouvé des quantités assez importantes de nanoplastiques. Et toutes ces études ont permis de commencer à déposer des projets et à aller chercher, à aller développer des méthodes spécifiques pour aller compter et caractériser ces nanoparticules de plastique. Donc, la slide suivante. Ouais, c'est fini. Il y a une quatrième, mais je pense que j'ai dû la zapper. Mais voilà, en gros, l'idée de ma venue ici à Québec, c'est vraiment d'aller adresser cette contamination en nanoparticules de plastique et microplastiques dans les ressources en eau, donc du Québec. Donc, pour cela, il y a différentes approches, une approche terrain, échantillonnée, détectée, caractérisée, et une approche plutôt expérimentale en laboratoire pour aller voir quels sont les mécanismes donc, qui vont permettre à ces plastiques donc, d'atteindre les êtres humains et de délivrer les contaminants qu'ils peuvent transporter. Parce qu'un plastique, en lui-même, n'est pas forcément dangereux, mais il peut absorber, il peut relarguer une quantité phénoménale de contaminants organiques ou inorganiques. Et la taille nanométrique lui confère ses propriétés de diffusion dans les organismes et les organes et ainsi délivrer ces contaminants à des endroits où le microplastique, lui, pourrait être stocké bien en amont. Donc, voilà. J'essaie de faire court, mais si vous avez des questions. On va d'abord finir ma présentation, puis on peut avoir des discussions après parce que moi, je ne vais pas parler de
nanoparticules ou nanoplastiques et microplastiques. Je vais parler un peu d'azote total puis contaminants d'intérêt émergent. On a déjà parlé de ça parce que c'est vraiment une préoccupation, surtout parce qu'ils sont non normés. C'est pas clair ce qu'il faut faire avec, puis on va parler un peu de ça. Donc, les problématiques d'azote total, quand on parle de l'ammoniac, donc la fraction non ionisée, le NH3, il est toxique. Donc, si la concentration augmente, ce qui peut être fait grâce au pH qui augmente ou la concentration d'azote total qui augmente, on peut avoir des effets toxiques assez importants. Ça peut être un nutriment limitant, dépendant de la situation, c'est ou bien le phosphore ou l'azote. Puis, si on a donc un azote total important, ça peut engendrer l'eutrophisation. Et on a parlé de la zone d'hypoxie dans le fleuve Saint-Laurent, qui a été indiqué comme être un problème qui est lié avec l'azote. Et vous voyez ici les problèmes qui sont quand même assez importants. Puis vous voyez aussi que c'est déjà détecté en 2007, donc ça fait 15 ans presque qu'on en parle. Et c'est seulement maintenant qu'on commence à en parler dans le contexte de nos stars. Quand on parle de contaminants d'intérêt émergent, c'est important d'expliquer pourquoi on parle d'intérêt émergent. Parce que ce sont des polluants qui sont présents à très faible concentration. Donc, même si on savait depuis longtemps qu'ils étaient là, on ne pouvait pas les mesurer. Donc, grâce aux méthodologies d'analyse de plus en plus sophistiquées, on peut mesurer de plus en plus de contaminants. Puis, certains ont été qualifiés comme dangereux. Et donc, on veut les voir, puis on veut les suivre, et on peut les suivre. Ils ont des effets sur la santé environnementale et humaine. Vous imaginez que ce n'est pas un vrai poisson, ça, mais c'est un indicateur des effets endocriniens qu'on peut attribuer à certains polluants qui peuvent avoir des effets à très basse concentration. Donc, être capable de les mesurer maintenant nous a aussi permis de comprendre certains phénomènes qu'on trouve dans nos cours d'eau et même au Québec, on les trouve, hein, ces effets-là. La question, c'est bien sûr, c'est bien d'avoir un intérêt, mais qu'est-ce qu'on fait avec? La meilleure chose, bien sûr, c'est la protection de la source. Substituer ces molécules, ne plus permettre leur utilisation. Et c'est ce qu'on fait dans le monde entier. Puis après, on peut faire le traitement tertiaire dans nos stations d'épuration. La même chose qu'on fait dans la production d'eau potable, on va faire du charbon actif, on va faire l'oxydation avancée, l'ozone, le peroxyde, etc. Et contrairement à ce qu'on fait dans l'eau potable, on protège la santé humaine. Ici, on va aussi protéger la santé environnementale en même temps que la santé humaine parce qu'on permet la baignade. Et l'eau potable qui va être produite, elle va être d'une bonne qualité quand l'eau de source est déjà bien protégée. Il y a des endroits où ça se fait déjà. Moi, je me trouve maintenant en Suisse, puis je peux vous dire qu'ici, depuis 5 ans, je pense, la population a décidé dans un référendum que ça vaut la peine d'investir 130 milliards de dollars en 10 ans pour équiper les 100 plus grandes stations d'épuration. Vous pouvez dire que oui, la Suisse, c'est un pays qui est très riche, mais c'est quand même une décision qui a été faite par la population ils ont décidé, puis ça se fait. Puis on voit que ça continue. On voit les mêmes choses en Suède, en Pays-Bas, donc en Europe, on en parle et on le fait. Puis on en parle chez nous, puis on a la population est un peu inquiète, puis ça se discute, puis c'est dans nos discussions aussi. Donc on en parle dans nos assainissements 2.0, dans le collaboratif de Grand Lac Saint-Laurent, on en parle. Donc il y a des choses qui s'en viennent éventuellement et que la question maintenant est qu'est-ce qu'on fait avec des composés nocifs non nommés. Je vous donne mon opinion et puis vous pouvez réfléchir et discuter de ça. Moi, je vais reprendre ce que Gustav Olsson, un Suédois que j'aime beaucoup, qui est dans l'opération et l'optimisation des stars. Il lui dit que la responsabilité des opérateurs de stars, c'est les 3 choses en ordre de priorité. Première priorité, c'est maintenir en fonctionnement la station en tout temps. Parce que si ça brise, ça va affecter l'environnement énormément. Après, si on est capable de faire ça, c'est se conformer aux normes environnementales le plus de temps possible. Et troisièmement, c'est optimiser le fonctionnement. Trouver des co-bénéfices parce que ce n'est pas quelque chose qui est nommé, on ne doit pas le faire. Mais c'est clair qu'on veut le faire parce qu'on veut minimiser les coûts d'opération, on veut minimiser la consommation d'énergie de produits chimiques. On commence à regarder comment est-ce qu'on peut maximiser la récupération de ressources. On a parlé d'énergie, mais on parle aussi de fertilisants. Comment on doit minimiser l'émission de gaz à effet de serre, donc le méthane qui sort, le protoxyde d'azote qui peut sortir quand on fait le traitement d'azote. Et on parle aussi de minimiser l'émission de composés nocifs non nommés. Quand vous parlez de Montréal, c'est clair dans la discussion de l'ozonateur, quelque part, il y avait dans la tête qu'on pouvait éliminer certains produits chimiques.
Et donc, c'était un co-bénéfice de ce choix-là. Pour aller un peu plus loin, quand on regarde des co-bénéfices, ça vient avec certains choix de mise à niveau de stars. Et je vais vous donner quelques exemples de ça. Quand vous ajoutez un traitement biologique à une star physico-chimique, ça vous permet d'éliminer certains composés d'intrants émergents dissous. Parce que quand vous faites seulement le physico-chimique, ça ne va pas être éliminé. Donc, faire ça, ça donne des avantages. Quand vous poursuivez la nitrification parce que vous trouvez que l'azote, c'est un élément important, ou vous avez une norme qui s'en vient, qui va être affectée, dès que vous avez la nitrification, ça amène une capacité microbienne de aussi dégrader certains produits chimiques qui ont besoin d'une capacité microbienne qui est plus large, qui dépend de l'âge debout. Et c'est grâce à la nitrification qu'on va instaurer un âge debout plus grand qui permet que ces organismes qui sont capables de dégrader vos polluants émergents, ils vont les dégrader. Troisième, si vous avez une norme sur les MRS en sortie, donc vous allez investir peut-être dans les décanteurs ou des filtres, vous allez réduire beaucoup l'émission de produits qui sont attachés aux matières en suspension. Donc, c'est un co-bénéfice, c'est bien de regarder ça déjà comme un co-bénéfice qu'on peut quantifier et qu'on peut travailler dessus. Il y a plein d'autres choses. Puis, le fait que les choses sont non nommées pour le moment, le fait qu'on sait qu'en Europe, on parle d'une liste de produits chimiques, ça nous permet déjà de quantifier ce qu'on peut faire et de prévoir ce qui peut arriver. Parce que ça se peut que le Québec ou le Canada va décider qu'il faut traiter, éliminer pour protéger l'environnement. Et à ce moment-là, il faut donc prévoir ce qu'on fait maintenant en vue de ces normes qui vont peut-être venir. Et prévoir, pour moi, c'est surtout faire les bons choix de quel type d'épuration on va construire, quelle façon qu'on va faire la mise à niveau, inclure la flexibilité qu'on peut facilement ajouter ou modifier la façon qu'on va opérer une station pour qu'on puisse avoir ces co-bénéfices un maximum. Et avec ça, je vais finaliser mon intervention, puis j'espère qu'on va avoir une discussion là-dessus.